Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 et sur notre libre antenne. Le 39-21, nous sommes ensemble jusqu'à 1h et nous parlons. Alors de quoi parle-t-on? De vous bien sûr, mais plus précisément de vos relations, vos relations, de votre météo interne, vos attentes, vos espoirs ou vos déceptions parce qu'on en connaît tous. Je suis à votre écoute, ce qui est intéressant c'est la rencontre parce qu'on se retrouve les uns à travers les autres et on échange, on pose les soucis tous ensemble sur la table, on partage une histoire. Le 39-21, donc je vous attends. J'attends aussi vos SMS au 7-39-21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous pouvez également nous joindre par mail sur notre site europe1.fr. Avant toute chose, je voudrais remercier Philippe Chartier qui est à la réalisation depuis que j'ai commencé. Et sans qui cette émission ne serait pas la même. Voilà. Et puis je remercie aussi bien sûr Thomas Corentin qui vous accueille tout au long de la soirée au standard avec des trésors de gentillesse. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Pascal. Oui. Bonsoir Pascal, vous nous avez appelé, vous êtes seul? Oui, tout à fait. Vraiment seul. Et ça fait longtemps que ça dure. Mais je crois que quand je suis née, il faut pas exagérer, mais dès que j'ai pris conscience d'exister, en tout cas, je me suis beaucoup repliée sur la lecture, dans un premier temps, la radio, dans un deuxième temps, la télé et Internet. La télé, et puis Internet, c'est plus récent. Mais alors j'ai vécu beaucoup, mais ça, j'ai été éduquée comme ça. J'avais un père très possessif et oui. Il m'a éduquée de façon, je vivais à travers lui. Vous n'aviez pas le droit d'avoir une vie en dehors de lui? Non. C'est dur ça, Pascal. Comment avez-vous accepté? Parce que enfant, on est bien d'accord, on subit. Donc on peut pas tellement faire autrement. Mais après. Vous savez, la vie s'enchaîne. Il était excessivement protecteur, possessif, à tel point que ma propre mère m'a dit un jour qu'elle était jalouse de moi. Oui, donc vous voyez, ça a été très très loin. Ouais. Oui. C'était vous la femme de sa vie? Il le laissait entendre, oui. Ah, c'est difficile ça. Oui, mais ça a commencé. Moi, je m'en suis rendu compte vraiment vers l'âge de 12-14 ans. Maman s'en était rendue compte avant. Elle l'avait remis à sa place plusieurs fois, mais bon. Alors, Pascal, petite question, vous êtes fille unique? Non. J'avais un frère aîné et j'ai une petite sœur. Et alors, quels ont été les rapports de votre père avec votre sœur? Très mauvais, parce que ma sœur est arrivée, j'avais 11 ans déjà, et mon frère 15 ans. Et elle n'a pas trouvé sa place dans la famille.
dans cette famille qui n'était pas vraiment une famille, parce qu'en plus, ma mère était très malade. Elle a eu un cancer, mais il y a ça très longtemps, donc ça a duré 10 ans. 10 ans des premiers rayons, parce qu'il n'y avait pas de chimio à cette époque-là, c'était des rayons directement. Jusqu'au moment où elle est morte, ça a duré 10 ans avec une année de rémission. Oh là, c'est difficile ça pour des enfants à vivre. Donc vous avez perdu votre mère très jeune. J'avais 25 ans. Ouais, c'est très très jeune. La famille s'est cassée. Ouais. Ben oui, parce que ma petite sœur, elle est arrivée, elle n'a le souvenir que d'une maman malade, d'un père qui ne discutait qu'avec moi et qui ne parlait ni à mon frère ni à ma sœur. Pour lui, c'était des quantités négligeables. Un peu négligeables, oui. Et moi, j'en ai pas pris conscience tout de suite. Enfin, je veux dire, je me rendais bien compte, mais moi aussi, j'étais très attirée par ce père qui me permettait tout. Bien sûr, vous deviez y trouver votre compte aussi. C'est pas désagréable d'être la préférée quand on est enfant, c'est même le vœu le plus cher. Donc j'imagine que avant de réaliser que ça peut vous nuire, enfin que ça peut vous entamer vos relations futures avec les autres, on a tendance à profiter un peu de la situation. Ah oui, même beaucoup. Je veux dire, après, quand j'ai compris, parce qu'on me l'a tellement fait remarquer autour de moi, j'ai fini par le comprendre. Je vous dis, quand maman m'a dit, j'ai été jalouse de toi, elle me l'a dit peu avant sa mort. Bon, moi j'avais 23 ans, mais j'avais pris conscience avant d'une certaine... il y avait des petites maladresses parfois des amis de mon père ou bien des relations... Voilà, qui disait ta fille, oui, bon, d'accord. Puis il disait tais-toi, touche pas à ma fille, ne parle pas de ma fille. Ah oui, ma fille. Ah, de toute façon, je suis passée derrière. Ma fille, c'est-à-dire qu'il ne vous partageait pas. Ah non. De toute façon, il l'a dit, hein. Je l'ai entendu dire, c'est ma chose, elle est à moi, elle restera avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Oui, mais quand il dit c'est ma chose, vous avez bien compris qu'il vous chosifie, ce qui n'est pas forcément le rêve. Non, là, j'avais déjà plus de 20 ans. Vous ne vous êtes jamais bagarré avec lui ? Si. Si. Après. Alors, Pascal, une question me brûle la langue. Un jour, vous avez eu envie d'avoir une vie de femme ? Oui, ça s'est terriblement mal passé. Oui, c'est-à-dire ? Ah ben, il y a... La toute première fois, c'était vraiment très innocent. Je tenais la main d'un jeune homme de mon âge sur la plage, donc vous voyez, au milieu du monde. Oui, voilà. Romantique à souhait. Comment ? Romantique à souhait. Voilà, vous savez, il faut remonter quand même 45 ans en arrière avec moi, voire 50 ans. Bon. Et il est arrivé, il lui a gentiment cassé la figure. Ah, gentiment. Vous dites ça ? Ben oui, parce que je me suis interposée quand même. Donc il n'a pas pu frapper, mais c'était mal parti, quoi. Oh là là. Et vous aviez quel âge ? Oh là, à cette époque-là, j'avais 17 ans, 18 ans. Quand même ? Ah oui. Et alors après ? Alors après, j'ai pensé à un moment donné, comme il m'a fait fréquenter des écoles religieuses à n'en plus pouvoir. Rentrer dans les ordres ? J'avais pensé à rentrer dans les ordres, mais bon, pas possible, parce que être curé, je pouvais, mais être religieuse, non. Vivre dans un couvent entouré de femmes, non. C'est difficile. Ouais. Donc, je me suis... Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire sursauter beaucoup de gens, mais moi, à cette époque-là, mon père, c'était mon Dieu. Mais c'est toujours le Dieu de beaucoup de petites filles et de jeunes filles. Et jusqu'à 25 ans, ça a été mon Dieu. Mais vous ne faites sursauter personne, c'est un sentiment qui est souvent très largement partagé. Oui, mais moi, c'était excessif.
quoi. Ah, mais il avait tout fait pour. Tout. Ah oui, j'aurais passé une soirée assise sur une chaise à l'attendre, par exemple, s'il avait pris un avion et qu'il revenait. Et j'écoutais toutes les informations pour savoir si tous les avions, il n'y avait pas de catastrophe, etc., etc. J'étais... Anxieuse pour lui. Ah oui. Dès qu'il n'était pas devant mes yeux, oui. Et au point de lui pardonner pas mal d'incartades, pas mal de choses, pas mal de... Alors, petite question. Quand votre maman est partie, est-ce qu'il n'a pas cherché, lui, à rencontrer une autre femme? Il est resté veuf sans... Non, pas du tout. Ah. Bien avant que maman ne soit partie, comme je vous expliquais, puisqu'elle était 10 ans malade, 8 ans après, il avait une amie. maîtresse, Ouais. une amie, voilà, qui était son ancienne secrétaire, qui a divorcé quand elle a su que ma mère était morte, vous voyez. Ouais. Et il nous l'a présentée en disant que étant donné qu'il était jeune, il allait quand même refaire sa vie. Mais j'étais déjà un peu partie. Moi, j'avais annoncé mon prochain mariage qu'il avait mis dans tous ses états. Donc, si vous me parliez un petit peu de ce mariage, ma vraie question, c'est comment vous avez fait pour rencontrer un jeune homme alors que vous étiez tellement sous cloche? Parce qu'à partir de 23 ans, j'ai commencé à travailler. J'avais quand même une profession. Il m'a fait faire des études. Et Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? J'ai fait de l'architecture et j'ai passé un diplôme d'architecte, mais pas en France. Donc en France, je ne pouvais intervenir que comme architecte d'intérieur. Mais bon, c'était déjà bien, quoi. Bon. C'était un travail très agréable. C'est bien ça, bravo. Et alors, donc, à l'occasion de ce travail, vous avez effectivement rencontré des gens et vous avez pu élargir votre cercle. Parce que sinon, j'imagine que même si vous fréquentiez des écoles religieuses, même si vous êtes quand même fait certainement des amis, c'était aussi l'époque, j'imagine, des surprises parties et des choses comme ça. Tout le monde n'avait pas décidé moi, j'étais assez délurée parce que j'avais une amie à l'époque chez les sœurs et un été, on a décidé de partir aux environs de Saint-Tropez. Comme ça, on est parti en stop. On est resté 10 jours et on est rentré en stop. Mon père, c'était... Pendant 10 jours, ma mère m'a dit il n'a pas dormi. Oui, il avait perdu sa fille. Son ami, là. Mais j'avais prévenu, je partais. Ouais. Alors, donc vous rencontrez votre mari? Oui, que j'ai jamais épousé. Ah bon? Non, parce que mon père a fait la même chose. Il est tombé malade? Ou il lui a cassé la figure? Il lui a cassé la figure, même plus. Non, il faut dire que, vous savez, c'était devenu un espèce de jeu à ce moment-là entre lui et moi, parce que je comprenais. Donc je lui disais non, je suis pas comme ça, je te laisserai pas faire. Je me rebiffais. Et en fait, quand j'ai rencontré ce garçon, je travaillais. Lui ne travaillait pas, il était au chômage et il espérait bien trouver du boulot grâce à moi et à mon père qui étions dans la même profession, dans le même genre de profession. Mmh. Et quand mon père l'a vu débarquer avec ses gros sabots, il l'a jeté, mais bien. Et il a tout fait pour que... il a prévenu tous les gens qu'il connaissait, ne l'embauchez pas, c'est un bon à rien. Non seulement je ne vous le recommande pas, mais... Ouais. Vous savez, c'est un petit monde, ils se connaissaient tous. Et donc, vous restez célibataire? Ah oui, c'est même moi qui ai été arraché. Les bans avaient été publiés à la mairie. Puis c'était mon père qui était maire, bien sûr. Donc un soir, j'ai été le voir. Il m'a dit, tiens, voilà la clé, va l'arracher. Bon, ça c'était le premier. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives? Ouf.
il y en a eu peut-être... oui, il y a eu des essais de mise en couple, mais ça n'a jamais fonctionné parce que je comparais tout le temps. En fait, le vrai couple, c'était vous et votre père. Oui. Maintenant, j'en ai conscience, tout à fait. Et c'est ça qui me rend si solitaire. Bien sûr. Parce que, maintenant, c'est fini. Je n'aurai plus de contact à ce niveau-là. Maintenant, tout ce que je peux espérer, c'est avoir des amis. Excusez-moi, quel âge avez-vous, Pascal? Et même si vous ne me le dites pas, sachez qu'à tout âge, on a des contacts de cet ordre-là. Enfin, j'ai 67 ans, c'est pas un problème. Je vais pas Eh ben oui, si vous nous écoutez régulièrement, vous devriez savoir que tous les jours, j'ai des histoires d'amour qui vont de 20 à 95, sans problème. Oui. Mais réellement. Entendu. Oui, réellement. Et des rencontres et des histoires magnifiques, hein. Il y en a une qui m'a beaucoup touchée. C'est cette dame qui a rencontré son mari grâce à la libre antenne, je crois. Oui. Et qui l'appelait, et elle lui donnait un surnom un peu dur, je ne sais plus, mais elle avait appelé une fois la libre antenne pour faire partager son bonheur, quoi. Ah, c'est formidable. Mais vous voyez, il y a plus d'une histoire comme ça. Tous les soirs, nos auditeurs nous racontent, et ça commence, je n'y croyais pas, et c'est arrivé. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que vous êtes juste prête. Il est temps. Ouais. J'ai toujours tout fait en retard dans ma vie, mais quand même, tomber amoureuse à 68 ans... Non, mais vous n'êtes jamais tombée amoureuse parce que vous me dites, je suis seule depuis un peu plus depuis près de 42 ans. Ah depuis mes 25 ans, ouais. Je suis seule. Alors, vous habitiez avec votre père ou vous n'habitiez plus avec lui? Là aussi, c'est un petit peu compliqué. Il m'avait fait faire une école en Belgique et ensuite, de Belgique, j'ai demandé de partir en Italie pour continuer des études en design. Et il a accepté parce que lui, tant que je faisais des études, ça l'arrangeait beaucoup. Et je suis partie en Italie et il m'a rappelé au bout d'un an parce que maman était mourante. Donc là, je suis rentrée et j'étais... pendant plus d'un an, presque 2 ans, complètement la maîtresse de maison, comme on disait dans le temps, quoi. Mais oui, c'était vous qui vous occupiez de tout. De tout. Alors, petite question, est-ce que votre frère et votre sœur se sont mariés? Oui, mais mon frère n'a jamais voulu d'enfant, parce qu'il a été trop marqué dans sa jeunesse. Oui. C'est lui qui me l'a dit. Ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vu, mon frère. Ah, vous êtes fâchée? Il est fâché. Ouais. Et ma petite sœur, c'est pareil. Ça fait 33 ans que je ne l'ai pas vue. Elle a un fils, je ne l'ai jamais vu. Mais avec elle, j'ai rétabli le dialogue grâce à Internet. Ah. J'ai commencé par courrier, tout doucement. Ça fait longtemps que ça dure maintenant. Et j'ai rétabli le contact. Mais au départ... pour eux, j'étais un monstre d'égoïsme et de méchanceté et puis ils me disaient calculatrice, ils me disaient froide. Oui, en forcément, j'étais toujours avec mon père. Tout le temps, mais c'était pas tout à fait de votre faute non plus. Non, mais ça, vous savez, un exemple, à 18 ans, j'ai eu une voiture flambant neuve. À 20 ans, pas exagéré. À 18 ans, j'ai eu mon permis, à 20 ans, une voiture flambant neuve. Mon frère s'est payé durant ses études, à 22 ans, une vieille 4L pourrie qu'il avait payée à l'époque, c'était encore en francs, 400 francs. Vous voyez? Ouais, c'était injuste. Il était très injuste. Très. Mon frère n'a jamais eu tout ce que moi j'ai eu. S'il avait dit après lui, il est parti dans la chimie, il est ingénieur chimiste et si après son truc, il avait dit à mon père, écoute, je pars 2 ans, je sais pas moi, au Canada pour faire des recherches parce que ça me plaît, mon père lui aurait dit, ça va pas, tu vas aller travailler, oui. Et puis d'abord, tu dégages d'ici,
Il y avait vraiment 2 poids 2 mesures. Hein. Ah oui. Oui. Et votre frère donc n'est pas passé outre. Il n'a pas compris que vous étiez sous l'emprise paternelle et qu'au fond c'était difficile pour vous de lutter, même de vous arracher à cet amour dévorant. C'était, oui, très difficile et mon frère l'a compris à une époque. Quand j'avais 30 ans, j'ai vu mon frère une fois parce que j'ai été internée. J'étais en psychiatrie, placée d'office pendant 2 mois. Et mon frère est revenu dans ma ville, et il a été voir mon père en lui disant d'intervenir pour me faire sortir de là. Et il est venu me voir là-bas. Et il m'a simplement dit, j'ai fait ce que je devais, ton père va te faire sortir de là. Ton père, c'est-à-dire que c'est pas le sien. Ah non, c'est pas le sien. Qu'est-ce qu'il a dû souffrir ? Qu'est-ce qu'il a dû souffrir ? Oui, je pense. J'en suis même sûre maintenant. Mais peut-être que vous pourriez lui envoyer une lettre en disant que vous le savez ? Je l'ai fait il y a 2 ans déjà. J'ai envoyé une lettre le jour de son anniversaire, assez bref, en lui disant, bon voilà, on a tous les deux, toi tu as 70 ans, moi j'en ai autant, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas faire table rase du passé? Et puis, bon, papa est décédé, c'est fini. Je n'ai rien compris, mais j'ai changé. Maintenant, je comprends. Pas de réponse. Bah oui, mais ça faisait trop longtemps. Et l'année dernière, j'ai essayé encore par Internet. Il n'est pas sur les réseaux sociaux, ou alors il est bien caché. Il s'y est pas mis pour que je ne le retrouve pas, et pour qu'il n'ait pas que ces 2 sœurs, moi et puis ma petite sœur, ne le retrouvions pas. Et puis des amis qui ont pu connaître mon père aussi. Alors, dites-moi, Pascal, où habitez-vous aujourd'hui ? J'habite dans ma ville d'origine, pratiquement, à 4 kilomètres de là où j'ai toujours vécu. À quel âge votre père est-il parti ? Vous aviez quel âge, plus exactement ? Mon père s'est remarié, entre autres. Oui, parce que quand moi je lui ai annoncé que je partais en Italie, c'était compliqué. Je suis revenue, j'ai tenu la maison pendant 2 ans. Là, j'ai rencontré un garçon et je lui ai annoncé que j'allais me marier, avec ou sans son consentement. Donc, évidemment, il n'a pas donné son consentement. Il a cassé le garçon. Et lui m'a dit... quand maman est décédée au mois de mai, mon père m'a dit, on part en Espagne, organise un voyage avec ta sœur, et moi, un mois, organise un circuit, débrouille-toi, je te fais confiance. De toute façon, c'est moi qui choisissais ses chemises, ses costumes, tout, donc pourquoi pas organiser un voyage. Malheureusement, j'étais en période de complications au niveau travail aussi. La boîte... m'avait mis en chômage partiel, il m'a rappelé. Donc j'ai dû reprendre mon boulot. Donc je n'ai pas pu organiser ce voyage. Et au mois d'août, j'avais prévu de partir avec mon futur mari et ma petite sœur. Et au mois d'août, mon père m'a dit, il m'a fait une scène quand je suis partie. Mais une vraie scène de... Vous aviez quel âge ? J'avais 25 ans. Incroyable. Mais une scène, il s'est enfermé dans sa chambre, il s'est claqué la tête contre la porte, il hurlait, il me disait quand tu rentreras, je ne serai plus là, je ne serai plus vivant. Mais ce qui je trouve incroyable, c'est que vous avez obtempéré, j'imagine. Non, je suis partie quand même là. J'ai eu peur. Je suis partie. Et alors ? J'avais 25 ans, là j'avais compris. Ouais. J'ai dit à ma petite sœur, allez viens, on n'écoute pas. J'ai pleuré tout le long de la route, mais je suis partie. Bon, mes vacances se sont terriblement mal passées, bien sûr. Ouais. Et quand je suis revenue, il n'y avait personne chez moi. Et on avait un monsieur qui s'occupait du jardin quand tout le monde partait, puis des animaux, de tout ça, quoi. Bon. Et j'ai donc été voir ce monsieur. Il m'a dit, ton père est parti sur une plage, là, voilà, au Touquet. Bon, de toute façon, maintenant, c'est très célèbre, le Touquet, donc on peut en parler. Mais je crois bien qu'il était avec une dame. Ah.
Donc, comme il m'avait vaguement parlé de cette personne, bon, bah, je me suis dit, il est parti avec... soulagement quand même, en même temps. Il n'y a rien de mal. Donc, j'ai dit à ma petite sœur, écoute, on verra bien quand il rentre. Hein. On va remettre la maison en route, et puis voilà. Mais enfin, quand même, c'était un peu dur, quoi. Mais juin, juillet, août, il aurait pu attendre un petit peu. Et il revient le surlendemain, il me la présente. Et elle avait une petite fille avec elle. Et elle me dit, et ça, c'est votre sœur. Et la petite fille avait 8 ans. Pas facile, hein? Ah, j'ai dit, ah bon. Alors, comme c'était une petite fille blonde de 8 ans, absolument délicieuse. Oui, qui n'était pour rien dans cette histoire. J'ai accepté. Et puis après, mon frère a refusé, par contre. Mais j'ai su après que j'avais aussi un petit frère. Ah, il n'était pas là ce jour-là? Non. Ou il était d'une autre... Très longtemps après. D'accord. Mais aucun des deux n'ont été reconnus par mon père. Ils portent le nom de leur père. Mais par contre, il les a reconnus au niveau du testament. Mais bon, ça m'est égal. Alors, Pascal, on va devoir s'interrompre quelques instants. Je vous retrouve tout de suite après le flash, si vous le voulez bien. Ce que je vous demande, c'est de rester en ligne avec nous. Vous ne raccrochez pas. Nous allons reprendre le cours de cette libre antenne, le 39-21, toujours jusqu'à 1h. Je suis à votre écoute. Vous connaissez le principe de cette émission. Eh bien, c'est vous qui la faites. Au gré de vos appels, donc la ligne est à vous. Tous les sujets sont à vous. Vous êtes libre de vous exprimer sur ce qui vous tracasse, vous agace ou vous réjouit, parce que, il faut le savoir, une jolie histoire, ça fait plaisir à tout le monde. On rêve, on imagine avec vous. Et puis, je le dis souvent, mais peut-être pas assez, c'est très difficile d'être heureux tout seul dans son coin, comme c'est très difficile d'être malheureux tout seul dans son coin. Donc si vous avez une joie, eh bien on partage. Voilà. Donc le 39-21, 7-39-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et puis vos mails, toujours sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Pascal, je vous retrouve. Oui. Voilà, vous êtes là, merci. Pour nos auditeurs qui vous prendraient juste maintenant, je résume un tout petit peu votre histoire. Vous êtes seul parce que vous avez, au fond, obtempéré à un père qui était littéralement fou de vous et qui ne vous a pas laissé la possibilité de faire votre vie. C'est un peu ça. Il a tout décidé pour moi et puis il m'a enfermé dans quelque chose que j'ai pas maîtrisé. Et puis voilà où j'en suis 45 ans après. C'est vraiment une vie gâchée, mais quand je vois la vie de mon frère et de ma petite sœur, je sais qu'elles ont été gâchées aussi. Oui, mais pour voilà, eux ont réussi peut-être à avoir une famille. Enfin, votre frère ne veut pas d'enfant. Votre sœur, elle a une fille, mais on quid de son compagnon, vous n'en dites rien. C'est qu'elle n'a pas de compagnon. Elle n'a pas de compagnon. Oui, voilà. Ouais, compliqué les rapports dans ces cas-là. Hein. On est toujours extrêmement imprégné de ce que nous transmettent nos parents. Alors moi, ma question c'est, vous habitez dans une ville, d'accord, vous avez arrêté de travailler, j'ai l'impression, ou toujours, vous êtes toujours en activité?
Ah non, non, j'ai arrêté. Bon, d'abord, à 67 ans, je ne pourrais plus faire ce que je faisais. Ouais. Mais en plus, j'ai eu un accident assez grave à 42 ans. Et après, je n'ai jamais pu retrouver un emploi dans mon secteur. Qu'est-ce que vous avez eu comme accident? Vous êtes resté invalide Pas invalide, mais en pas, difficulté? si invalide, justement. Je suis en retraite d'invalidité, mais pas handicapée, quoi. Je marche, mais j'ai mal. Oh. Et plus je vieillis, plus j'aurai mal. Bon, mais ma foi, c'est à moitié. Je l'ai fait exprès. Hein. J'ai provoqué cet accident, donc. C'est-à-dire? J'ai fait une tentative de suicide. Oh là là, mon Dieu, comment vous deviez être? Oui. Sous quelle forme? Oh. J'ai sauté de très haut. Oh là 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 là. Vous n'en pouviez plus? Non, j'étais arrivée à un point, mon boulot était devenu instable parce que c'était déjà le commencement du chômage. Et comme je travaillais dans un milieu de gens très aisés, parce que l'architecte d'intérieur, on ne le fait pas venir. Bon, c'était surtout pour des bureaux, des grosses sociétés, des trucs comme ça, mais même maintenant, je vois les magasins ne changent plus de façade, ne changent plus de décor complet tous les 5 ans comme avant, quoi. Oui, bien sûr, forcément. Le contexte est... Oui, je voudrais quand même vous lire un petit message que je reçois. Oui. Et à votre sujet, bien sûr, et qui dit: Pascal culpabilise énormément de l'amour orgueilleux et envahissant de son père, reçu en héritage et qui a gravement blessé sa vie affective ainsi que celle de son frère et de sa sœur. Mais, dit notre auditeur, je sens que c'est une très belle personne. C'est très gentil de la part de cet auditeur, mais... Oui, mais voilà, donc moi, il je ne me sens pas une belle personne, justement. Je me sens une personne... qui s'est fait rouler. Vous voyez, Vous êtes amère. Je n'ai plus l'impression. Oui, je suis piégée. J'ai été piégée. Je me suis laissée piéger. Je suis rentrée dans ce piège et j'ai fait du mal par conséquent autour de moi parce que si j'étais restée, si j'avais pris la tête de la famille, comme me l'avait demandé mon père, mon père aurait eu une maîtresse en ville et puis c'est tout, quoi. Et puis bon, la maisonnée serait restée. Croyez-vous? Écoutez, avec des si et des mais, comme on dit, on mettrait Paris aux bouteilles, mais je ne suis pas sûre que ça se serait passé comme ça. Il aurait eu une maîtresse en ville, allez, mais vous auriez été prisonnière à l'intérieur du château. Ah oui. Ah voilà. Donc la maisonnée, je suis pas sûre qu'elle serait restée comme ça, sans bouger, immuable autour de vous. Je crois que vous auriez juste peut-être fait une tentative de suicide beaucoup plus tôt. Oui, ou alors je me serais battue avec lui. Ouais, et ça aurait été l'enfer non-stop. Oui, ça aurait été l'enfer à la maison. Oui, parce que je n'étais pas... Bon, Pascal, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de vos journées? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous rencontrez du monde? Comment ça se passe pour vous? Plus justement. C'est pour ça que j'ai dit je vivais par procuration parce que jusqu'à présent j'avais toujours trouvé des associations. J'en ai pas fait tant que ça, mais très longtemps. Donc j'en ai fait une 6 ans, une autre une petite dizaine d'années. Donc j'avais. Oui, ça vous permettait aussi d'avoir une vie à l'extérieur. Oui, mais bon, c'était assez restreint. Parce que forcément, ce sont des personnes... je m'occupais de personnes en difficulté et âgées, donc... Oui, c'est pas là où vous allez faire la rencontre de votre vie, forcément. Ça passe vite avec vous. C'est-à-dire? Mais je trouve que vous avez une façon de m'interroger. Je vous raconte ma vie sans même m'en rendre compte. C'est incroyable, hein. Mais oui, mais c'est fou, mais c'est ça. Mais oui, mais parce qu'on est bien ensemble. On est bien toutes les deux. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On bavarde, on échange. On a une vraie conversation. Oui, tout à fait.
je n'imagine pas si ça tombe, mon frère m'entend. Mais peut-être qu'au contraire, voyez-vous, on a souvent assisté à ça, des témoignages d'auditeurs, d'auditrices et un membre de leur famille les écoute et justement c'est l'occasion de retrouvailles, de réconciliation, voilà. Ben oui, je me dis que si... parce que ma belle-sœur, c'était une amie. Je la connaissais quand j'avais 14 ans, je crois, quand je l'ai vue la première fois, 14-15 ans, en vacances. Et puis, bon, ben, c'est devenu d'une amie de vacances, c'est devenue la femme de mon frère. Donc, elle a toujours existé dans ma vie. Ah. C'était comme une grande sœur. Ouais. Mais bon, bah, elle aussi, évidemment, je l'ai perdue de vue, puisque... Quel dommage, quel dommage. Pourquoi est-ce que vous n'écririez pas une lettre à votre frère, une nouvelle en disant, voilà, on approche effectivement, j'ai fait une première tentative qui est restée sans réponse et je le comprends. Je crois que ce qui est important de lui dire, c'est que vous comprenez ce qui s'est passé. Je le comprends. Oui, je le comprends. Je comprends pourquoi tu ne veux pas me répondre. Sache que je regrette profondément. J'ai pas été responsable. J'ai pas choisi. J'ai pas choisi d'être la préférée. J'ai pas choisi d'être l'élue. Et aujourd'hui, je me rends compte du mal que ça nous a fait à tous les trois. Et je pense que tu le sais. Est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver? Mais je crois que j'étais une élue. Mais j'ai dû être, pour mon frère et ma sœur, j'ai dû être très, très, très arrogante et très désagréable. Parce que je leur répondais comme mon père leur parlait, quoi. Oui, c'est-à-dire que vous êtes identifié. Est-ce que vous permettez, on a Jeanne en réaction à votre histoire, qui a... Jeanne, bonsoir, vous êtes là? Ah, on avait Jeanne et puis on n'a plus Jeanne, parce qu'elle souhaitait intervenir. Jeanne ? Oui, bonsoir oui. Jeanne, merci d'intervenir. Voilà, je parle depuis tout à l'heure avec Pascal et vous aimeriez aussi ajouter, mettre votre grain de sel. Oui, nous avons à peu près le même âge, nous avons peut-être un peu de parcours. J'étais aussi la préférée de mon père. Une maman qui m'a dit avant son décès qu'elle avait été jalouse de moi. Parce que moi, j'ai foncé dans tout ce qui me plaisait de faire. Et mon père m'avait dit le contraire en disant « Si un garçon t'embête, tu viens me lui dire, je lui casse la figure. » Donc j'avais l'assurance. Et il faut tout pardonner. Pardonner à tous ceux... Oui, mais... Pardonner aux autres. Et dans l'esprit du pardon, ça vous permet d'avancer tout le temps. Et, mais je crois que Pascal a pardonné à tout le monde sauf à elle-même. Hein. Voilà, et se pardonner à soi-même aussi. Se pardonner à soi-même pour pardonner... Mais ça, je peux pas parce que je tourne en rond dans un petit chez moi et je fais plus rien de valable. Pascal, vous croyez pas que vous avez payé le prix? Largement, elle a payé le prix largement. On tourne en rond parce qu'on arrive à un âge où on n'est plus avec des buts, des objectifs. Quel que soit l'âge que nous ayons, il faut avoir... des objectifs, des centres d'intérêt. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui me parlait, qui me disait il faut avoir de l'espoir. J'ai dit moi je n'ai pas d'espoir. Je n'ai absolument pas d'espoir, mais j'ai des centres d'intérêt, des choses qui vont m'occuper tout le temps. Et ça me fait c'est quelque chose de différent parce que avoir l'espoir, c'est l'espoir de quoi? L'espoir de quoi? Alors voilà, justement, Jeanne. Je m'occupe aussi, je suis infirmière et je m'occupe des gens en fin de vie. Et j'ai vu des décès, j'accompagne les gens en fin de vie. Et il y a des gens qui meurent dans la paix, dans la tranquillité. Et qu'est-ce que c'est la vie? En fin de compte, c'est un cycle. Nous avons un cycle de vie, de passage sur Terre. Et on a des choses à faire. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce qui nous blesse et ce qui nous fait mal parce qu'on ne peut plus progresser. Et... j'ai eu aussi une grande déception, j'aurais voulu tuer quelqu'un parce que j'étais très très en colère et ça a duré pendant 10 ans. Et le jour où je suis libérée de ça, j'ai été libérée de plein de choses, donc j'ai pu progresser encore. Alors que je ne serais jamais passée à l'acte. Mais la rage que l'on a envers quelque chose ou quoi que ce soit, qui que ce soit, ça nous détruit. C'est-à-dire, si je me dis, j'ai une attitude positive envers moi et envers les autres, je ne dois rien parce que je sais que j'ai eu une attitude positive. Donc, il faut se pardonner tout et continuer à progresser parce que tout ce que l'on a à faire, maintenant c'est difficile l'âge de 60, 70 ans parce que on
on doit arrêter certaines choses, on arrête la vie sociale différemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas d'accord avec vous, hein. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que moi non plus. Oui, la vie sociale, elle peut continuer. Elle peut continuer. Oui, bien sûr, elle continue, mais elle continue complètement différemment parce que c'est dans la détente, dans le loisir, et dès qu'on n'a plus de loisir, on retombe dans la tristesse, etc. Donc la vie sociale, c'est bien. Au contraire, j'ai de la vie sociale, mais je suis une solitaire aussi, donc j'ai plein d'idées de voyage, j'ai plein d'idées de construire, plein d'idées de faire plein de choses, et j'ai dit à mes petits-enfants, eh bien, je serai une grand-mère indigne. Mais je vais m'occuper de moi. Moi, j'ai pas de petits-enfants, j'ai rien. Oui, j'ai pas d'enfants, mais les petits-enfants, je les vois pas non plus, parce que les enfants me font des reproches pas possibles. Donc, mais vous avez quand même fait votre vie, je dirais quelque part, puisque vous avez eu des enfants, des petits-enfants. Moi, j'ai rien fait. J'ai répondu à mon père. Ensuite, j'ai travaillé jusqu'à ce que 42 ans, et puis voilà. Et puis depuis 42 ans, je ne fais plus rien. Mais bon, plus rien. C'est-à-dire, bien sûr que mes journées sont occupées, j'ai même pas assez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Oui, les journées sont occupées, mais il y a une grande solitude. Et ça, moi aussi, j'ai les petits-enfants. Malheureusement, je ne peux pas les voir parce que, pour d'autres raisons, j'ai une belle-fille qui ne souhaite pas que je les vois. Enfin, bon, c'est une autre chose que je ne peux pas donner. Et je leur ai dit, c'est pas grave. Si je ne peux pas vous donner, bien, je trouverai d'autres petits-enfants. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé les enfants de mes amis, et puis je m'en suis occupée comme si c'était mes enfants. Mais je ne m'arrête pas à des choses je veux pas m'arrêter à ce qui me blesse, parce qu'on se blesse, on se détruit. Et on se détruit tout seul. Ah oui, ça, j'en suis consciente, je m'autodétruis. Voilà, mais vous voyez, là, je suis restée 8 jours sans sortir. Aujourd'hui, je suis ressortie par obligation parce que j'avais plus de nourriture pour le chien. Oui, là. Mais quand je suis rentrée, j'étais comme ivre du monde, du bruit de la ville. Oui. Et j'étais pas bien, mais je me suis dit, t'as bien fait de sortir. Parce que demain, je dois sortir aussi pour obligation, pour quelque chose de plus sérieux, là. Et je sais que demain, je serai plus forte parce que aujourd'hui, j'ai pris l'air. J'ai fait quelque chose. Je l'ai fait, ça aussi. On passe tous par des périodes comme cela. On passe tous. J'y suis passée dans une période comme ça il y a 5 ans. Ce qui veut dire que vous en êtes sortie. Oui, je m'en suis sortie. J'étais soignée en psychiatrie. Je suis allée, j'étais pas bien. J'étais prête véritablement à me donner la mort. Et puis je suis allée voir un psychiatre qui m'a dit, on vous hospitalise d'office. J'ai dit non, j'ai trouvé la solution. Et alors, j'ai pris ma valise, j'ai rien dit à personne, je suis partie et je suis arrivée à l'aéroport et je pensais partir aux États-Unis, j'avais mis des pulls et puis je suis arrivée, et puis j'ai pris une autre destination, je suis arrivée à Mayotte. Ah oui. Et j'ai dit à mon psychiatre, je pars. Il m'a dit, je vous fais arrêter à l'aéroport. Je dis non parce que c'est la seule solution. Et à partir du moment où j'avais pris la décision, je me suis retrouvée partie. J'avais l'impression que tout se coupait, il y avait des tas de fils qui se coupaient autour de moi. Et j'ai passé 6 mois à Mayotte, je me suis occupée des gens, ma carte bleue ne fonctionnait plus, j'ai dû retravailler, etc. J'étais dans un... Et vous en êtes sorti comme ça, c'est-à-dire que vous venez de dire je me suis occupée des autres. Alors vous, Pascal, tout à l'heure, vous m'avez dit j'ai fait plusieurs associations. Mais alors, j'ai bien compris que peut-être celles-là, elles ne sont plus possibles, peut-être c'est une petite ville et elles n'ont plus cours, mais il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Oui, et c'est ce qu'est en train d'essayer de vous expliquer Jeanne. Donc... Oui, mais il faut aussi, je voulais répondre à Jeanne aussi. Bon, c'est tout petit ce que je veux dire, mais il y a le niveau financier qui me bloque aussi. Bien sûr, oui. Parce que alors, je vais vous dire une chose, moi aussi, je vais vous assurer que le niveau financier me bloque aussi. Et alors, je vais vous dire, avec 100 €, j'arrivais à faire des tas de choses. Je me suis arrivée, à une période, je suis partie pour 100 € à New York. Waouh! Bravo, alors là, vous allez nous dire comment. Alors,
quand je suis partie à Mayotte, j'avais 400 €, et puis 400 € c'est le département français, et j'ai réussi à faire, et puis j'avais plus d'argent, et puis d'un seul coup j'ai dû parler à tout le monde, et très rapidement j'ai dû retrouver un travail. Il y a toujours quelque chose qui arrive, qui se débloque, et quand on est dans une situation de survie, tout se débloque. On se débrouille parce qu'on n'a pas le choix. Mais d'une certaine manière, Pascal, vous êtes aussi dans cette situation de survie. Et c'est ce qu'essaye de vous dire Jeanne. Écoutez, moi je trouve que vous avez beaucoup à vous apporter l'une et l'autre, et j'ai presque envie de vous laisser continuer hors antenne. Absolument. C'est ce que j'ai ressenti tout à fait. Parce que, en tout cas, vous êtes deux personnes, toutes les deux magnifiques et formidables, et je tiens à vous remercier de votre intervention. Alors, je vous dis au revoir, vous ne raccrochez pas, on va vous mettre en contact, et puis vous allez pouvoir continuer sans moi, sans Europe 1, parce que finalement, dommage, on sert à ça. J'aimais bien votre façon de parler. Et je vous le répète, le temps passe vite avec vous. C'est génial. Absolument. Vous allez nous rappeler. J'apprécie énormément la pensée, etc. Votre façon de penser aussi, vous êtes deux, mais c'est parce que vous êtes génial. Alors, je vous embrasse toutes les deux et je vous dis à très bientôt. Merci D'accord ? beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Europe 1. Caroline Veil. Denis avec nous maintenant. Merci Denis d'avoir patienté. Je vous en prie. Bien, comment allez-vous ? Parfaitement. Alors je vous laisse intervenir comme vous avez envie de le faire. Je vous remercie. En fait, j'ai une discrète habitude de m'apaiser le soir en écoutant votre émission particulièrement pertinente. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai accroché sur le signifiant espoir, que vous prononcez ça il y a 45 minutes maintenant, de façon différente. C'est-à-dire ? Je vous écoute, c'est-à-dire comment vous l'avez ressenti ? Ça m'a interpellé, et donc je me disais, comme j'étais apaisé, pourquoi un mot espoir qui est plutôt positif pouvait m'interpeller ? Oui, c'est la bonne question pour vous. Pour nous. Et donc du coup, je me disais, mais il doit me manquer quelque chose. Et d'après vous, à quoi ressemble votre vie, Denis ? Très tranquille. Très tranquille. Ça, c'est la définition que vous en donnez. Mais si vous me la décriviez autrement, racontez-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. Quelques affaires administratives. Ouais. Et puis, ça vous a pris jusqu'à quelle heure ? 16 heures. 16 heures quand même, donc une bonne partie de la journée. Ouais. Et après ? Et après, écoutez, je suis rentré chez moi et puis je vaquais à mes occupations. Donc vous êtes rentré, c'est-à-dire que vous êtes sorti pour vaquer, pour ces démarches Absolument, administratives. Oui, j'ai dû prendre la voiture. Oui. Voilà, donc vous rentrez chez vous. Vous avez déjeuné où, par exemple ? Sur place. D'accord. Avec du monde, pas du monde ? Comment ça se passe ? Oui, il y avait du monde, oui. Vous avez parlé à qui ? Aux gens qui me servaient, oui. C'est tout. C'est très bien déjà. C'est déjà très bien. Est-ce que vous allez toujours dans cet endroit-là ou est-ce que vous en avez ? Oui, assez régulièrement. Oui. Voilà, donc on vous connaît. Plus ou moins. Ouais. Est-ce que par exemple, il vous arrive de nouer la conversation avec des voisins qui sont juste à côté ? Non. Est-ce que par tranquille, je dois entendre seul ? Non, serein. Serein, d'accord. Mais en fait, c'est vraiment le mot ce soir, espoir, cette façon que vous avez eu de le prononcer, qui était différent des autres façons. Enfin, et ça m'a interpellé dans l'intonation. Ouais. Alors, est-ce que vous auriez un espoir particulier ? Par exemple, je suis un petit génie, je peux réaliser votre vœu. Qu'est-ce que vous me demandez ? Vous êtes Madame Sioran ? Je sais pas. Vous êtes sur les cimes. Je suis sur les cimes, voilà, je suis un petit génie. Qu'est-ce que vous me demandez ? Vous avez le droit à un vœu. Un vœu ? Oui. Continuez à vous parler. Ah c'est génial ça. C'est facile à exaucer. Merci madame. C'est facile. Moi je m'appelle Caroline, il faut m'appeler Caroline. Non. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tout va bien, mais c'est vrai que votre émission est formidable, hein.
Ah, c'est vrai, vous nous écoutez depuis longtemps, vous m'avez dit... Ouais, ça a une pertinence. Ouais. Bah écoutez, c'est grâce aussi à des auditeurs comme vous. Vous intervenez quelquefois par SMS, par mail? Jamais, je ne sais pas utiliser ça à mon âge, non. Ah, quel dommage. Non, mais je suis très heureux mais ça m'a vraiment interpellé. Du coup, je me suis dit, mais comment un signifiant comme espoir pouvait avoir une tonalité en creux? En creux. L'espoir, c'est aussi... Comme un but. Exactement. Un but à atteindre. Oui. Un effort, quoi. Du non, travail. Non, pas un effort. L'espoir, c'est un vœu. Une ligne d'horizon. Oui, tout à fait, vous avez raison. Un vœu, un rêve, un rêve qui peut se réaliser, puisque quand on a l'espoir, c'est que c'est atteignable, c'est accessible. Mais il peut y avoir d'autres espoirs après le premier. Et bien sûr, on n'a pas juste un seul espoir dans sa vie, on en a plein. D'accord. Ah, c'est ça en fait que j'avais pas compris. Je vous remercie beaucoup. Ah oui, on peut avoir plusieurs rêves. Disons que ce sont des rêves qui sont accessibles. D'accord. L'espoir, c'est ça, c'est que on va essayer de les réaliser et on pense que c'est possible. Donc vous avez fait émerger quelque chose. Je pensais être contenté. En fait, non, il manque quelque chose. Eh ben, on va chercher quoi une prochaine fois? Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir et puis vous allez me rappeler. Non. Oui, avec plaisir. Bon courage. Merci pour l'émission. Merci à vous, Denis. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. On va continuer avec Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Je vous avais téléphoné il y a un an de ça. Oui. Pour vous parler que je m'étais disputée avec ma fille et que celle-ci était partie. Donc elle était partie en 2015 et elle était mal dans sa peau. Et en 2016, j'avais dû vous appeler l'an dernier au moment de sa fête. Oui. Au mois d'août. Tout à fait. Et vous m'aviez conseillé, comme j'avais reçu un courrier assez dur de ma fille me disant qu'elle allait faire une école diététique sur Valence, vous m'aviez conseillé d'aller à Valence. La voir à la sortie de l'école. La voir. Donc sur le coup, je me suis dit qu'il me fallait du temps. Et puis je me suis dit qu'elle serait pendant 2 ans en formation. Malheureusement, mon père est décédé en décembre et j'ai appris que ma fille, alors c'est là que j'ai appris Potorose, qu'elle vivait avec la belle-sœur de ma sœur. Je sais que le mari de ma sœur a son numéro de téléphone, moi je ne l'ai pas, je n'ai pas d'adresse. Et j'ai appris plein de choses, qu'elle vivait près de Valence et qu'elle vivait avec la belle-sœur de ma sœur qui a mon âge à peu près. Donc sur le coup, je me suis dit, c'est une maman de substitution. Je ne l'avais pas très bien pris, mais j'ai essayé d'avoir des contacts avec la formatrice de l'école. Et une fois par trimestre, j'avais demandé si je pouvais envoyer un petit mot à ma fille. Oui. Elle m'avait dit oui. La dernière fois que je l'ai eue, c'est en mai, j'ai envoyé un paquet à ma fille et puis je m'étais dit qu'il me fallait du temps pour y aller. Je ne voulais pas y aller tout de suite. Sachant que mon père était décédé en décembre, qu'elle n'était pas montée à l'enterrement, donc je le comprenais. En plus, ayant eu des... Comment ? Moi pas, moi moins que vous. Je comprends pas. Compris. Moi, je comprends moins bien que vous qu'elle soit pas venue. Elle n'était pas venue à l'enterrement de son grand-père, donc je ne l'ai pas pris mal, parce que je me suis dit, je l'avais pas pris mal. Je m'étais dit, elle n'a pas envie de se confronter à moi, elle a peu d'argent, j'apprenais que mon père lui payait une partie du loyer. Donc, je ne disais rien et elle partageait cet appartement avec la belle-sœur de ma sœur. Donc, j'apprenais les choses. Mais dans quels termes elle partageait cet appartement avec elle ? Est-ce qu'elles étaient juste colocataires ou est-ce qu'elles étaient plus que ça ? Je ne sais pas. Je pense que la belle-sœur de ma sœur l'a aidée moralement.
elle n'a pas d'enfant et elle a dû la soutenir. Donc, l'a aidée. Et j'espérais avoir ma fille au téléphone avant février parce que j'ai eu une convocation chez le juge d'instruction à Nantes, ainsi que son frère. On a été convoqués suite aux attouchements qu'elle avait porté plainte contre son papa. Donc c'était le décès de mon père, une succession qui se passe mal, aller chez le juge d'instruction qui vous pose des questions et qui vous demande si vous voyez votre fille. Donc j'ai dit la vérité. Vous avez bien fait. Oui, j'ai dit qu'elle allait en classe. Bon, c'est tout ce que je savais. Bon. Et j'avais régulièrement la formatrice une fois par trimestre. Et en mai, on me renvoie un paquet. Donc, on me renvoie mon paquet que j'avais fait. Et j'appelle l'école qui, 15 jours avant, m'avait dit ça se passe bien. Elle s'est coupé les cheveux. Donc, j'imaginais ma fille. Et je m'étais dit que peut-être que j'irais la voir, mais il me fallait du temps. Parce que je me suis dit, avec tout ce qui se passe, il me faut du temps. Et j'apprends que ma fille est partie de l'école. Donc, j'étais pas contente de l'école parce qu'elle aurait pu me le dire, la formatrice. Mais elle est majeure, donc on peut rien dire. Tout à fait. Et j'ai reçu une lettre de ma fille. J'ai fait comme si je ne l'avais pas reçue. C'est madame et cordialement. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas continuer mes études, donc je suis obligée de travailler. Et viande dans les dents, je m'étais dit, que ça serait dur une année comme ça encore, mais je m'étais dit que ça serait bien qu'elle termine son année, faire 2 ans de diététique, parce que je me suis dit, faire un BTS en diététique, elle avait son bac, moi j'ai pas mon bac. C'était une bonne idée, en tout cas. Je m'étais dit, c'est quand même quelque chose d'intéressant et c'est important, surtout qu'elle avait eu un échec pour l'école d'infirmière à cause de sa santé, qu'elle ne pouvait pas être travaillée auprès de la petite enfance dans des crèches. Donc je me suis dit, un BTS de diététique, la belle-sœur de ma sœur l'avait pas trop mal orientée et j'avais trouvé ça pas trop négatif. Et là, aujourd'hui, je suis dans une impasse. Elle m'a envoyé cette lettre, mais alors, même pas bonjour, c'est madame cordialement. Elle ne peut pas vivre, c'est pour ça qu'elle travaille. Elle exagère, votre fille. D'un côté, elle réclame des sous. À qui? Je suis à sa mère, quand même. Ouais. Parce qu'elle a été indemnisée d'un grave accident, mais j'avais utilisé 4 000 € pour s'en occuper, quand même. Elle avait eu Et là, aujourd'hui, elle travaille, soi-disant, dans l'hôtellerie. Elle serait en Corse. Je n'ai pas de nouvelles, pas d'adresse. Donc aujourd'hui, je suis encore plus sans rien par rapport à quand je vous ai appelé. Quand vous ai appelé, si vous voulez, j'avais l'école. Une fois par trimestre, si j'avais le bourdon, je pouvais appeler, je remerciais l'école, j'avais envoyé des fleurs. Elle va avoir ses 22 ans. Cette lettre que j'ai eue, je ne sais pas si c'est elle qui l'a tapée, je ne sais pas d'où elle vient, parce que j'arrive pas à voir Donc j'ai fait la sourde d'oreille. Je sais que les frères et sœurs doivent avoir de ces nouvelles, mais comme la succession avec mon père se passe très mal et que donc j'évite d'avoir des contacts. C'est pas facile ça, parce que ce sont eux qui pourraient. Oui, ce sont eux qui pourraient vous renseigner. Oui, mais ma sœur, ma sœur ne fait pas d'efforts. Pourquoi elle est comme ça avec vous, votre sœur? Qu'est-ce qui fait qu'elle vous en veut à ce point-là? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Et je vais vous dire, j'ai même essayé d'avoir une fois la belle-sœur de ma sœur qui m'avait dit, tu sais, ta fille, il faut qu'elle se reconstruise, elle est mal dans sa peau. Bon, je conçois. Quel était le motif de la dispute? Le motif de la dispute, c'est qu'en 2015, quand en juin, elle n'avait pas pu faire son école d'infirmière, au bout de 5 mois, je me suis dit, tu sais, je lui avais dit, écoute, maman pourra peut-être pas être toujours là dans sa vie et il va falloir que tu te débrouilles à trouver quelque chose en septembre. Et c'est vrai que je m'étais engueulée, je lui ai foutu une paire de claques. Et sur ça, elle est partie. Voilà. Et elle a eu un nouveau accident
Mais elle a eu un accident de voiture qu'on m'a pas dit tout de suite. Donc on me cache les choses. Donc on me cache beaucoup de choses. C'est pas évident. Et j'ai appris au mois de mai par mon fils, que je vois une fois par trimestre, qui doit avoir des contacts quand même par téléphone, qui m'a dit « Maman, assis-toi pour ta fête des mères. Marion est en Corse. Elle travaille dans un hôtel. Et vas-y donc. » Donc sur le coup, je me suis dit « Bon, elle arrête ses études. C'est peut-être pas plus mal qu'elle travaille. » Donc, je vous appelais surtout pour vous dire que aujourd'hui, c'est encore plus dur. Mais oui, bien sûr. C'est encore plus dur qu'avant. Surtout que malgré tout, elle vous traite comme une criminelle, votre fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui. Mais vous savez quoi? Je verse une pension alimentaire quand même, parce que comme elle a moins de 25 ans et que je ne sais pas si elle peut être un mois au boulot et puis être au chômage. Et comme elle ne touchera pas le chômage si elle n'a pas travaillé un certain laps de temps, parce que j'ai vu une juriste qui m'a bien conseillé de continuer pour l'instant. Ah bon, pourquoi? Parce que qui me prouve qu'elle a un travail? Rien. Rien. J'ai pas de papier, rien. Donc il y a ça. Et si jamais vous ne versez pas cet argent, qu'est-ce qui se passe? Je ne pense pas que je risque quelque chose, étant donné qu'elle est majeure et que. C'est ce que je crois aussi. Oui. Par contre, cette année, j'ai décidé de ne pas je peux pas lui écrire pour son fête ni son anniversaire, donc je ne ferai pas de virement pour sa fête et son anniversaire. Ça va être très dur de prendre cette décision-là, mais bon, je pense que je vais la respecter parce que je pense que je m'y tiens. C'est-à-dire qu'elle, de toute façon, elle ne vous donne pas l'adresse. Elle donne pas d'adresse, elle s'en fout. Par contre, elle est capable de faire passer certains messages par les frères et sœurs. De quel ordre? De quel ordre, par exemple, elle va appeler la petite voisine, la petite mamie, j'ai une petite grand-mère qu'elle aimait beaucoup, elle l'appelle pour savoir si maman a reçu une lettre disant qu'elle travaillait, par exemple, même si je ne l'ai pas dit à la voisine. Elle essaie par tous les moyens de faire passer certains messages par rapport à la succession, que je devrais signer certains papiers, que je devrais faire ça. Elle est manipulée, ça j'en suis certaine. Et par qui? Par contre, pour l'instant, je continue à payer la pension alimentaire parce qu'elle a moins de 25 ans et que je ne sais pas si réellement elle travaille. Je pense qu'elle travaille. Mais pourquoi vous la payez? Pourquoi je la paye? Parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver avec un procès ou d'avoir un... À qui vous la payez? Je fais un virement chaque mois. Mais d'où? J'ai son numéro de compte. Je vais à la banque, comme j'ai pas Internet, et je fais un virement sur son compte. Et il est où son compte? Son compte, il est au Crédit Lyonnais, comme moi. Et donc au mois de juin et au mois de juillet, elle a encaissé l'argent. Si vraiment elle n'en avait pas eu besoin, si elle avait été honnête, elle m'aurait renvoyé l'argent. Oui, parce qu'elle vous a renvoyé votre paquet. Elle m'a renvoyé mon paquet, ça c'est sûr, ou c'est l'école, je présume qu'elle a renvoyé le paquet. Je ne sais pas si c'est l'école ou si c'est elle. Pourquoi vous ne demandez pas à l'école? Il aurait fallu demander à l'école. À l'école, je ne peux pas demander un papier comme quoi elle n'est plus à l'école, étant donné qu'elle est majeure, on va me dire. Bah oui, mais déjà, il peut vous dire si c'est eux qui ont pris la décision ou si c'est elle. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est elle qui a pris la décision de partir. Non, mais de renvoyer le paquet. Ah, de renvoyer le paquet, je présume que c'est elle. Ou c'est l'école, n'ayant pas de nouvelles de Marion, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes en tort d'arrêter la pension. Je ne serai pas en tort, c'est exact. Peut-être qu'elle cherche ça, mais je me méfie d'elle. Je suis désolée, mais je me dis que si demain elle est au chômage, elle ne touchera pas le chômage. Et elle n'a pas le RSA, donc je suis en devoir par la loi de l'aider. Tout à fait, l'obligation. Ouais. C'est-à-dire que oui et non.
Comme vous l'avez dit, elle est majeure, etc. Prenez conseil auprès d'une juriste en disant voilà. La juriste m'avait conseillé de verser la pension alimentaire pour voir comment elle réagirait là les 3 ou 4 premiers mois. Pour voir comment elle réagirait. Ok, on a vu, elle l'encaisse. Maintenant. Elle l'encaisse pour le mois d'août, je ne sais pas encore. Si elle va le faire. Vous inquiétez pas, elle va l'encaisser. Elle va l'encaisser. Par contre, je pense. Vous voulez faire réagir votre fille, Véronique? Arrêtez de verser cette pension. On va voir ce qui se passe. Parce que ce que vous me dites, je vous coupe, mais ce que vous me dites, elle téléphone à la voisine, elle vous fait passer des messages et ceci et cela. Au fond, elle essaye de rester en contact avec vous. Et puis, une façon de maintenir le lien, c'est aussi de prendre votre argent. Vous, de lui en verser, elle, de le prendre. Vous êtes toujours en lien, contrairement à ce que vous dites. Sauf que vous n'avez absolument rien en retour. Rien. Or, je suis désolée, mais c'est pas que ce soit il y ait une obligation de parce que vous donnez de l'argent, elle doit vous donner de l'amour. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Non, ça aussi, j'en suis consciente. Vous avez mais cette paire de claques, elle a quand même 2 ans. C'est votre fille. Vous n'avez jamais failli. Vous l'avez quand même protégée. Vous avez été sa maman. C'est un peu dur payé, non? Oui. Elle ne m'appelle même pas attendez. mon anniversaire, rien. De la part d'Yvan. Je suis une merde, De la part d'Yvan. Excusez-moi le mot. Ouais. La loi oblige assistance envers vos enfants. Si vous ne versez pas cet argent, vous risquez une condamnation de la part d'Yvan. Et Michel ajoute, demandez à un juge pour l'arrêt de la pension alimentaire. En fait, c'est un juge qui doit décider si oui ou non vous devez continuer. Donc effectivement, pour l'instant, vous pourriez être en tort de ne pas la verser. Oui, mais moi je n'avais pas de jugement, tandis que le père de mes gosses, lui, avait un jugement. Donc, si vous voulez, c'est ambigu. Alors donc cette année, j'ai décidé de même pas faire un virement pour sa fête ni son anniversaire. Donc ça va être très dur à faire, mais je me suis donné ça. J'ai peur qu'elle soit un peu... Bon, je vois son frère... Alors, dites-moi, pourquoi vous trouvez pas le moyen de lui parler à votre fille? Vous savez qu'elle appelle la petite dame en face. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas rendez-vous avec la petite dame en face en disant parce que quand elle appelle la petite personne âgée, c'est par étoile. Étoile. Donc, la personne âgée n'a pas son numéro de téléphone. Non, d'accord. Mais pourquoi elle sait quand elle va l'appeler ou elle l'appelle comme ça Elle l'appelle, par exemple, pour son anniversaire, pour sa fête. Là, elle avait appelé pour savoir si sa mère avait bien reçu la lettre où il était madame. Je ne peux plus vivre, donc je ne peux plus continuer mes études. Je suis obligée de travailler. Ça va te faire du bien de ne pas te payer de pension alimentaire, exemple, dans les dents. Mais j'aimerais bien que tu me donnes 4 000 euros, que tu m'as piqué. C'était comme si je lui avais volé les 4 000 euros que je me suis servi quand elle était mineure pour son très grave accident. Elle comprenait qu'elle aurait toujours dans sa vie qu'elle était handicapée, qu'elle avait un gros handicap maintenant, depuis ce grave accident. Elle en prenait conscience. Elle prenait conscience qu'elle ne pouvait pas vivre toute seule. Bon, c'est exact. Elle prenait déjà une certaine conscience. Et en plus, elle me disait dans cette lettre... Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, elle disait dans cette lettre en plus que j'usurpais son identité parce que je m'étais aperçue qu'elle utilisait mon corps, ma sécurité sociale, et j'avais dû payer une somme encore, et j'avais été très en colère. Mais j'entends que vous êtes en colère depuis tout à l'heure. J'étais en colère et j'ai... Mais là, vous êtes en colère, c'est-à-dire que vous êtes brisé et vous êtes en colère. Je reçois un message... J'ai évolué quand même. Je voulais dire que j'ai évolué dans le sens que je dois continuer à vivre. Oui. Je ne suis pas la seule maman à qui ça arrive. Oui. Je me rends compte que, peut-être que je la reverrai jamais plus. Oh si, je vais vous dire comment. Parce que je vous donne le SMS et vous allez voir. Bon, je suis avocate et je peux vous dire que vous n'êtes pas dans l'obligation de verser une pension alimentaire. Le jour où elle portera plainte, à ce moment-là, vous la verserez, mais pour l'instant, vous n'êtes en aucun cas obligé de la verser. Je ne suis pas obligée. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous voulez la faire sortir du bois ? Vous voulez qu'elle vienne vous voir ? Même, ne serait-ce que pour reprendre contact avec elle, vous arrêtez de la verser, cette pension. Vous arrêtez de la verser. Oui, plus de pension, parce que aussi. Plus rien. Non, c'est un moyen.
excusez-moi, c'est un moyen de vous faire respecter. Vous avez essayé en disant je veux que tu me respectes. Je suis prête à te donner tout ce que tu veux, mais je veux que tu me respectes. Je suis pas madame et je suis pas cordialement. Je suis ta mère. Ça, j'ai du mal à le digérer. Ah il y a de quoi, franchement. Bon, ça va. Hein, il faut qu'elle redescende. Elle est quand même là, elle est stabilisée à 2000 pieds. Hein. Écoutez, là, elle doit travailler encore dans un hôtel. Mais ça va lui faire beaucoup de bien. Vous travaillez. Je comprends, il faut qu'elle s'épanouisse. Non, c'est pas ça. Elle va savoir que l'argent il tombe pas du ciel et que c'est dur à gagner. Vous travaillez, vous, Véronique ? Oui, je gagne très peu, mais voilà. Bon, vous savez ce que c'est que de vous lever tous les matins pour aller travailler, gagner de l'argent, le mettre de côté pour lui envoyer à elle et essayer de gâter les autres. On est bien d'accord. J'ai peur que si je... elle va prendre conscience. Avec son frère et que je lui envoie plus de pension, plus même pas un virement pour son anniversaire ni Noël, qu'elle le vive, qu'elle dise que je fasse une différence avec son frère. Alors, ouais. Moi, j'ai l'impression aussi, vous avez parlé d'handicap pour elle. De quel handicap souffre-t-elle ? Depuis qu'elle a été renversée par une voiture en 2011, elle ne sent plus les odeurs et elle a de très gros malaises. Donc, ça fait tous les trimestres, c'est comme si elle avait des débuts, c'est pas des crises d'épilepsie vraiment, parce qu'il y a des stades, mais elle a des malaises et de gros malaises et elle peut faire de la cuisine et elle a un malaise. Ouais. Elle tombe dans les pommes avec sa casserole. Donc, elle ne peut pas avoir n'importe quel équipement. Et des fois, elle est obligée d'être à l'hôpital pour avoir... quand elle se réveille au bout d'une heure et demie ou de 2 heures, après le malaise, si elle a des malaises, elle vomit et elle a des maux de tête carabinés. Bon. Est-ce que c'est ça peut être, comme elle a eu un traumatisme crânien, ça peut aller en crise d'épilepsie, j'en suis consciente. Mais il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des moments où vous pouvez être très très bien. Bon, le fait d'être partie, je pense que c'est bien qu'on soit séparés. J'ai fait des progrès dans le sens que je ne pouvais pas rentrer dans sa chambre. J'ai défait tout le papier peint et j'ai refait sa chambre. C'est bien. Moi-même. C'est bien. Je pense que je comprends qu'il faut que je suis pas éternelle. Je ne demande pas qu'elle vienne me voir. J'aimerais avoir un tout petit peu de considération, un geste envers vous, bonjour, un signe. Qu'elle envoie un message de temps en temps. Ce serait, vous demandez pas la lune. Hein. Alors Non, mais dire, est-ce que je me suis dit, le dire aux frères et sœurs, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Le dire à la belle-sœur de ma sœur, elle me dira, c'est pas mon problème, hein, c'est ton problème. Le dire à mon fils, c'est pas facile, parce que il est entre sa sœur et moi. Oui, et puis il est pris dans un conflit de loyauté. Oui, et puis c'est déjà pas facile pour lui de savoir que sa sœur a eu des attouchements et puis de se dire, j'ai un père qui a dit la vérité ou pas dit la vérité. Moi, j'ai l'impression que cette paire de claques, c'est, comme dit René, l'arbre qui cache la forêt. Elle a raison. Je crois qu'il y a autre chose derrière, parce que la violence de sa réaction, elle vous rend responsable de beaucoup de choses, et à mon avis aussi, y compris de son accident. Du second accident qu'elle a eu là en voiture, là elle conduit plus là quand elle est partie en 2015. Bon, elle avait eu très peu. Oui, mais elle doit se dire c'est à cause de ma mère tout ça. Vous savez, c'est vite fait. Et on ne doit pas la détromper. Moi, j'ai envie de vous dire. Alors, Michel dit que si vous remplissez un formulaire, vous pouvez tout à fait arrêter de verser cette pension alimentaire. Oui, mais à qui il faut que j'adresse ça ? Que dire ? Peut-être vous posez la question à un avocat. Un juriste ou un juriste. À la mairie, quand vous allez, il y a quelqu'un, il y a une permanence, vous pouvez vous renseigner directement. Et puis, vous posez la question. Et moi, je crois que ça va effectivement la faire émerger. Elle va sortir du bois. Elle va sortir du bois parce que vos frères et sœurs qui sont tellement bien avec elle, ça m'étonnerait qu'ils lui envoient de l'argent.
Non, il lui envoie pas de l'argent, mais je veux dire, il la manipule. Hein. Oui, mais en tout cas, il lui envoie pas de l'argent. Alors, sans argent, je vais vous dire, malgré tout, cette pension, elle est ce qu'elle est, mais je peux supposer qu'elle va lui manquer, et vous allez la voir arriver dardard. Et là, même si elle arrive folle de rage, furieuse, en colère, vous allez avoir une chance de vous expliquer. Non, j'ai l'impression que même l'argent n'a pas je ne crois pas, moi. Bloquer. Moi, je crois quand même. Parce qu'elle vous parle des 4 000 €. Elle essaye de faire en sorte que vous signiez des papiers. Vous dites, elle est télécommandée, je veux bien le croire. Mais tout ça fait qu'il y a une clarification qui devrait quand même être faite et qui n'a pas eu lieu. Et je vais vous dire même... Il faut couper les ponts complètement, pas verser d'argent, même pas un virement pour sa fête, même pas pour Noël. Vous imaginez, je vais faire ça pour là et pour elle, rien. Écoutez, madame est cordialement... Oui, madame est cordialement. Elle a besoin, maman, bonjour, voilà, je suis dans le souci. J'ai pas maman, mais je dis au moins bonjour. Non mais vous êtes maman. Non, vous êtes maman. Je suis désolée, c'est votre nom, maman, pour elle. Elle va pas vous appeler autrement que maman. Madame, c'est un peu dur quand même. Je peux vous dire, lire ça, c'est très dur. Et puis ça n'a pas lieu d'être, sauf à ce qu'elle vous explique de quoi il retourne exactement. Et même si ça vous énerve, ce jour-là, vous aurez, même si vous êtes effondré, ce jour-là, il faudra mieux l'entendre, il faudra mieux l'écouter. Et ensuite, vous lui direz ce que vous en pensez. Mais peut-être que vous aurez une explication qui aura lieu dans la colère au départ. Vous-même, vous êtes en colère, vous êtes broyé et vous lui en voulez. Je crois qu'elle doit vous en vouloir. Je pense aussi qu'elle en souffre. Peut-être, je n'en sais rien. Je sais simplement que chez le juge d'instruction, j'aurais aimé l'avoir... je pensais qu'elle m'aurait appelé avant pour me dire qu'est-ce que tu vas dire, etc. Mais elle sait très bien ce que vous allez dire. Elle s'est même dit, elle peut rien dire parce que de toute façon, je l'ai pas eu, je lui parle pas. Donc c'est plus facile comme ça. Moi, je l'ai défendu comme j'ai pu. J'avais les noms des médecins qui l'avaient suivi. Non mais elle est partie, elle vous a tout laissé. Tiens, débrouille-toi avec ça. Et puis adieu Berthe. Écoutez, on a toujours besoin de sa mère, qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas parce qu'il y a des enfants qui ne donnent pas de nouvelles pendant des années. Et je me rends compte des années, mais on finit toujours par retrouver sa mère. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ma mère, chez moi, ma mère avait eu souffert avec son frère. Oui, Véronique, on s'arrête quelques instants, si vous voulez bien, je vous retrouve tout de suite après. Vous restez en ligne, vous ne raccrochez pas. D'accord ? À tout de suite. Dernière heure de Libre Antenne, il n'est pas trop tard pour appeler le 3921 et passer ce soir avec moi à l'antenne. Je reste à votre écoute, on bavarde ensemble, on avance dans la nuit, on se raconte, on se lâche, on se livre ou on se délivre au choix. Et pour ça, le 3921, vos SMS aussi, 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Vos mails sur notre site europe1.fr et puis on continue en cas de soucis particuliers, bien sûr, vous appelez et vous n'hésitez pas. On retrouve Véronique. Véronique, vous êtes là ? Oui. Bon, voilà, merci de ne pas avoir raccroché. Alors, ce que je voulais vous dire, parce que nos auditeurs sont nombreux à réagir. Donc, de la part de Michel, cet avocat se trouve au tribunal judiciaire de votre ville. Véronique. Tribunal judiciaire, il y a un tribunal judiciaire dans votre ville. Vous ne le savez pas. Ça doit être Versailles. Tribunal judiciaire. Tribunal judiciaire, oui. De votre ville. Vous expliquez votre demande. Un formulaire vous sera donné. Il
faut que je demande un formulaire à Versailles. Non, ils vont vous expliquer votre demande. On va vous donner un formulaire, vous allez le remplir et vous allez dire que vous arrêtez de verser cette pension parce que vous n'avez de toute façon pas d'adresse, pas de contact avec votre fille, qu'elle a 22 ans et que vous êtes absolument sans nouvelles d'elle. Donc vous ne savez même pas si c'est elle qui touche cet argent. Après tout, elle est légitime, votre demande. Ah ben, alors au tribunal judiciaire, au tribunal de Versailles, parce que c'est le tribunal de Versailles, je demande quoi quand je vais les appeler? Vous leur expliquez votre cas. Vous leur expliquez. Au secrétariat, et je vais avoir quelqu'un au tribunal qui va me donner un formulaire pour que j'arrête de verser. Il y a un avocat qui se trouve au tribunal judiciaire et lui va vous donner ce formulaire et vous allez pouvoir arrêter de verser cette pension. Voilà. Et avec ce formulaire, j'imagine que vous êtes couverte. Ah d'accord, il faut que je me couvre. Voilà. Parce que si je me couvre pas, je peux être ennuyée. On ne sait jamais, puisque vous dites que vous vous méfiez de votre fille. Alors, nos auditeurs sont nombreux à poser la question. De cette histoire d'attouchement, est-ce que votre fille vous en a rendu responsable? Oui et non, parce que moi, j'ai pas vu les faits. Je sais que le père de mes gosses en a beaucoup profité au mois de décembre, pendant le moment où mon père est mort, pour accuser quelqu'un d'autre, pour accuser mon frère, un de mes frères. Mmh. Et quand je suis passée chez le juge d'instruction au mois de février, imaginez-vous que le juge d'instruction, la famille, si vous voulez, le père de mes gosses est quelqu'un qui est manipulateur et qui s'est très bien présenté. Et pour que le juge d'instruction me demande si ça pouvait être mon frère, et j'ai toujours entendu dire ma fille que c'était ma fille. Ma vie a toujours dit que c'était son père. Donc je ne sais pas où en est la suite. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle vous rend responsable? Est-ce qu'elle imagine que vous l'avez fait, que son père s'est livré à des attouchements sur elle avec votre aval? Mon aval, moi j'étais pas là. Comme on était à 400 km, moi j'habite la région parisienne et son père habite Nantes. Donc je pouvais pas voir ce qui se passait. Bon, d'accord. Donc, mais peut-être que dans son esprit, elle vous rend responsable de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que elle allait là-bas? Est-ce qu'elle était obligée d'y aller? Oui, elle était obligée d'y aller parce qu'une fois elle avait refusé et j'ai été punie par la... Oui, non-présentation d'enfant. Oui, et pourtant son frère se présentait. Et puis, bon, donc son frère s'était présenté et j'avais eu 1 mois de prison avec sursis. J'avais dû payer, mon père m'avait aidé à payer l'avocat. J'avais eu une amende. Je peux vous dire que... Oui, donc vous l'obligez à y aller. Oui, ouais. Et elle vous l'obligez à y aller. Et après, elle n'avait pas voulu y aller. Au moment de la 3e, elle avait demandé à partir en internat et son père avait dit non et elle avait fait intervenir le juge des enfants. Ah, quand même, elle est déterminée, hein? Ah, elle était déterminée et l'année où elle a été à Rouen, la première année de sa seconde, elle a eu ce grave accident. Elle s'est fait renverser par un automobiliste qui est très haut placé, qui est dans le social et qui avait trouvé que ma gamine était un cas social. Et c'est en sortant de chez le juge que son avocat m'avait dit, écoutez, il faut qu'elle aille porter plainte au commissariat. Donc j'ai porté plainte, j'ai expliqué que j'amenais ma fille. Elle avait 16 ans. Et les 2 ans où elle a été suivie par le juge des enfants, son père ne l'a pas réclamée. Et du jour au lendemain, il a recommencé à vouloir la voir et il a fallu que j'aille chez le juge des affaires familiales pour qu'elle ait un document où elle puisse être libre jusqu'à ses 18 ans d'aller chez son père ou pas. D'accord. Donc vous l'avez aidée. Je ne le savais même pas parce que moi je m'étais pas inquiétée comme elle avait porté plainte. Mais est-ce qu'elle peut vous en vouloir? Est-ce qu'elle peut vous en vouloir finalement de vous être détournée de ce problème d'attouchement? Si vous voulez, oui peut-être. J'y crois et j'y crois pas. Je sais pas parce que moi j'ai rien vu, j'ai rien perçu. Oui, mais quand elle porte plainte, qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Elle avait 16 ans, juste ses 16 ans.
Je suis sortie de l'hôpital. Premièrement, j'étais complètement effarée. Je suis allée directement au commissariat. C'est la même question que m'a posée le juge d'instruction. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis sortie, on est monté dans la voiture à Versailles, et je ne sais même pas si on a mangé, et je suis allée directement au commissariat. Elle a été entendue, et moi aussi. Et puis elle s'est battue, parce que l'affaire a été classée plusieurs fois. Là, je ne sais pas du tout. Je sais que le juge se posait des questions. Donc, je ne sais pas si l'affaire est classée ou pas. Mais il y avait des jours où j'y croyais, d'autres jours j'y croyais pas. Je ne sais pas. Sincèrement. Est-ce qu'elle peut vous en vouloir de ne pas l'avoir cru? Parce que c'était une fille qui ressemblait beaucoup à son papa et qui était très dure, très difficile. Et peut-être que j'ai pas assez écouté, elle ne. Vous avez du mal à apporter du crédit à ce qu'elle vous disait. Je pense. Oui et non. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de dire. Je sais que avant de partir, elle était malade, petite, elle avait des affections, elle était malade. Et puis, en grandissant, elle voulait pas y aller. Mais bon, moi, je me disais, c'est peut-être ma peur, c'est une fille. Il y avait des choses que je me rendais compte, que son papa la lavait à l'âge de 10 ans. Donc, je trouvais ça pas normal. C'est ce qu'elle me racontait, la gamine. Je m'inquiétais pas dans le sens que son frère partait avec elle et qu'il la protégeait. Vous pensez vraiment qu'il la protégeait? Je ne sais pas, parce que je peux pas vous dire s'il la protégeait. Je sais pas. Il a dû. Il pouvait peut-être pas la protéger. Non, à mon avis, ça se passait au moment du coucher et le matin. Donc. C'est ce qu'elle a dit. Elle ne m'a pas. Le juge d'instruction ne m'a pas. Véronique, j'ai l'impression que votre fille vous en veut pour ça. Pas pour la claque. Mais pas que pour ça. Oh, si. Je crois qu'on est là-dedans. Je crois qu'elle pense. Alors, elle doit s'imaginer que vous ne l'avez pas protégée. Je ne dis pas que vous. C'est un fait. Je dis qu'elle vous le reproche. Elle le ressent comme ça. C'est ce qui explique son attitude aujourd'hui. Elle a peut-être fait ses démarches toute seule. Elle a beaucoup. Je sais que le juge d'instruction m'a posé beaucoup de questions sur son adolescence, comment elle était. Elle était une adolescente pas facile, mais elle n'a jamais fugué. Je sais qu'elle a lu 5 livres sur l'inceste, parce que j'ai vidé pas mal de choses dans sa chambre. Puis elle lisait un peu de tout, comme elle voulait être dans le milieu hospitalier. Et elle vous disait pas, je fais, maman, voilà ce qui se passe, aide-moi? Non. Elle a fait, non, c'est mes enfants, je suis pas quelqu'un qui me débrouille au niveau papier, et mes enfants se sont toujours débrouillés par eux-mêmes. Et là, c'est pas des papiers, Véronique. Là, c'est une question de protection vis-à-vis de son père. C'est-à-dire si elle était venue... Par rapport à son père, si vous voulez, elle avait eu un accident en février 2011, elle était très mal. Quand elle est allée à l'hôpital, je sais que son père est monté et on m'a dit qu'elle avait hurlé, qu'ils avaient dû faire sortir le papa, donc je me suis posé des questions. Et au deuxième séjour d'hôpital, elle avait très mal au ventre. Et j'ai dit, on s'est posé des questions, on lui a dit, mais on lui a mis le mot du viol, on lui a dit... Est-ce que ton père t'a embêté? Elle disait, mais c'est encore pire. Alors on lui a dit, t'as été violée? Non. Donc pour moi c'était un soulagement, mais attouchement, ça peut être un viol aussi au niveau des doigts. C'est vrai que je n'ai pas su lui parler de ça. Je crois que c'est le fond du problème. Peut-être aussi. Non, pas peut-être, je pense que c'est ça. Alors, je suis désolée de vous faire de la peine, mais si c'est ça, elle doit vous en vouloir de ne pas l'avoir suffisamment soutenue. Mais pourtant, elle a fait les papiers, je l'ai soutenue.
Je vais aller voir. Attendez, je suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. C'est pas du tout ça mon propos. Ce que je suis en train de vous dire, c'est votre fille le ressent comme ça. C'est pas la même chose. C'est possible que je l'ai pas assez aidée par rapport à ça. Mais bon, il y avait déjà l'accident. Il a fallu gérer le juge des enfants pendant 2 ans. J'en prenais plein la figure parce que le père se présentait pas. Non, mais vous avez été en grande difficulté. C'est-à-dire que ça vous est certainement tombé dessus. Vous vous êtes demandé d'où, pourquoi, comment. Alors, je reçois un message de la part de Ghislaine que je voudrais vous lire et qui dit sa fille a été victime d'un traumatisme crânien avec séquelles d'épilepsie, ce qui explique ses malaises et qui sont en fait des crises comiciales. Il faut savoir qu'un trauma crânien peut complètement modifier le caractère et le comportement d'une personne au point que l'entourage ne les reconnaît plus. Et peut-être Véronique devrait-elle prendre rendez-vous avec un neurologue ou une association d'insertion des traumatisés crâniens qui lui expliquerait tout cela en détail et lui permettrait de mieux comprendre le comportement de sa fille. Ah, ça peut être, oui, ça peut être possible. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que je faisais partie d'une association de femmes qui luttait contre les violences faites aux femmes. Et du jour au lendemain où j'ai appris que ma fille avait des attouchements, j'ai arrêté cette association. Je crois que peut-être n'avez-vous pas suffisamment pris la mesure de ce qui était en cause à ce moment-là, et je crois que c'est là le profond ressentiment, la colère de votre fille à votre égard. C'est pour ça que pour l'instant, elle veut plus avoir de contact. C'est pour ça. Alors, le mieux, c'est peut-être tout simplement de la laisser revenir, d'adjoindre une lettre au virement. Elle la recevra, elle la recevra pas. Un virement, c'est envoyé, je vais à la banque. Ouais. Et puis je fais un virement, je mets virement. Mais le tribunal judiciaire demande un formulaire, j'y avais pas pensé. Écoutez, là elle vous rejette. Alors arrêtez de verser la... Voilà. Ça, je le conçois. Je l'accepte mieux. Je suis pas la seule maman que je côtoie qui voilà. a ce Elle genre vous demande de l'argent. Elle vous demande de l'argent. Moi, je pense que l'argent, c'est tout simplement un moyen de la faire sortir du bois. Maintenant, si bien sûr elle venait à en manquer, il faut pas qu'elle meure de faim. C'est pour ça que je m'étais dit que je continuais la pension alimentaire et que j'arrêtais de lui verser. Je n'allais pas lui envoyer un petit virement pour sa fête ni son anniversaire. Ça serait dur pour moi, mais bon, je me suis dit que c'était un moyen peut-être de la faire réagir. Écoutez, on peut essayer ça. Moi, je crois qu'en fait, le problème, c'est que c'est très difficile pour vous de vous imaginer ce que votre fille a pu subir. Donc, pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans une forme de refus. Et c'est de cela dont il est question. Je ne sais pas, parce que j'accepte mieux les choses. Je pense qu'il faut qu'elle se reconstruise. Je ne sais pas si elle va gagner ce procès. Il n'y a pas de procès. Et je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Non, mais en tout cas, si elle le mène avec autant d'acharnement, c'est qu'elle doit avoir aussi quand même une bonne raison de le faire. Hein. Il faut prendre la mesure de tout ça. Je sais que le juge m'a épargné tous les détails. Je sais que par contre, son frère... Alors là, son frère a tout su. Bon, écoutez, allez, peut-être parler avec votre frère et c'est une... Avec son fils, avec mon fils, je veux dire. Mon fils a eu la dose complète par le juge. Après, il fallait pas lui... Mais vous lui avez pas posé la question à votre fils ? Il voulait pas parler après. Oui, mais maintenant... Il n'a pas voulu parler pendant 1 mois et demi. Il fallait pas l'appeler. Je le vois 1 fois par trimestre. Il voulait pas en parler, il en avait pris plein la figure par le juge, parce qu'il avait défendu son père. Il a défendu son père ? Oui, il a défendu son père, et bon... Ouais, c'est-à-dire qu'elle a peut-être l'impression que la famille s'est liguée contre elle. Écoutez, je crois que dans un premier temps, le mieux, c'est de parler avec votre fils. Ensuite, vous dites qu'elle est toujours en lien avec votre fils. Elle doit l'avoir. Oui, un peu. Bon, oui. Écoutez, c'est votre fils qui peut être la courroie de transmission en disant... Maman voudrait te parler, elle voudrait savoir ce qui s'est passé, elle n'était pas au courant.
Elle a peut-être été dans le déni, elle a peut-être été dans le refus. Aujourd'hui, elle accepte mieux. Peut-être qu'il est temps que vous ayez une explication toutes les deux. Parce qu'elle n'est pas au fait de ce que tu lui reproches. Elle ne le sait pas. D'accord ? Oui, je vais le voir au mois d'août. Je le vois une fois par trimestre, mon fils. Essayez. Oui, essayez ça. Essayez de faire en sorte qu'il soit le lien entre vous deux. Le lien entre vous deux et de lui dire que vous n'avez pas pris la mesure de ce qui était peut-être en train de que vous étiez aussi à ce moment-là proche de votre père, que vous l'avez accompagné, que certaines choses vous ont échappé et que vous regrettez. Je crois que ce serait déjà un premier pas et elle pourrait essayer d'entendre. Il faudrait que j'essaie d'en parler à mon fils, d'essayer de savoir. Bon, je suis pas mécontente je suis un peu déçue qu'elle arrête l'école, mais je sais pas ce qu'elle a fait de sa vie. Non, mais elle souffre très certainement. Donc, elle souffre. C'est ce que m'avait l'air de me dire la belle-sœur de ma sœur quand j'ai eu une fois. Mais moi, je crois qu'elle vous en veut au fond de cette histoire d'attouchement qui n'a pas été réglée. Elle a dû peut-être se sentir. Sûrement jamais réglée. Non, mais peut-être qu'elle s'est sentie pas suffisamment soutenue, qu'elle s'est sentie abandonnée par vous. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé. Je dis que c'est sa manière à elle de voir les choses. On est bien d'accord là-dessus. Oui, je Véronique. pense que j'ai peut-être pas assez soutenu. Il y avait des jours où, quand j'étais en colère, vraiment, Marion, est-ce que je me demande si vraiment tu as eu des attouchements. D'autres fois, j'y crois. Et je l'ai défendu, mais je sais pas. Et il y a qu'elle avec son père, hein. Je suis la seule. Vous savez, hein, on dit souvent que c'est les proches qui ne le voient pas, hein. Oui, c'est vrai. Et puis j'étais à 400 km, on est à 400 km, je ne sais pas ce qui se passait avec son père, hein. Je sais, mais en tout cas, vous n'avez peut-être pas pris suffisamment en compte des signaux d'alerte. Véronique, on essaye comme ça et puis n'hésitez pas à nous rappeler. Alors vous m'avez dit qu'il fallait que je téléphone au tribunal judiciaire. Voilà, judiciaire. D'accord ? Je ne savais pas que c'est le tribunal judiciaire. De Versailles. Bravo. Je vais réfléchir par rapport à ça. Et puis vous nous rappelez. D'accord ? D'accord, merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Vous avez été nombreux à réagir à cette histoire. Bien sûr, c'est toujours très compliqué d'admettre la vérité, d'admettre quelquefois une représentation insupportable. Et il arrive, oui, que l'on puisse passer à côté alors qu'on est maman. Voilà. Bon, nous allons poursuivre avec Zazie. Bonsoir Zazie. Bonsoir Caroline. Alors, vous avez un désir de grossesse. Tout à fait. Et vous avez 45 ans. Ouais, je vais les avoir au mois d'août. Ouais. Alors, ce désir, est-ce que il fait jour maintenant ou est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps ? Non, c'est quelque chose que j'ai depuis l'âge de 28 ans. Ah oui, quand même. Oui. Ouais. Mais j'ai une personne de ma vie. Oui. Donc, c'est un gros problème. Oui, depuis l'âge de 28 ans ? Non. J'ai été mariée, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré qu'1 an. Oui. C'était une erreur de jeunesse, on va dire. Bon, ça arrive. Ouais, c'était quelqu'un de très mauvais, de pas sincère. Et puis après, j'ai refait ma vie avec quelqu'un. J'ai été fiancée, ça a duré 3 ans. Et puis, pour différentes raisons, on a rompu. Pourquoi ? C'est compliqué. C'était une rencontre que j'ai faite par Internet. Ouais. Il était sincère au début. Il avait été marié et donc il avait 2 filles. Ces filles ont un peu mis des bâtons dans le roue de notre couple. D'accord. Voilà.
Puis après, j'ai su qu'il m'avait trompé aussi. Oui, ça faisait beaucoup pour le même. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Bien que je ne crois pas du tout aux rencontres par Internet, je me suis inscrite parce qu'une amie m'a conseillé. Ouais, vous avez bien fait parce qu'on ne sait jamais. Ben, j'ai pas fait de rencontres intéressantes, Caroline. Oui, mais je peux le croire, et jusqu'au jour où ça se passe. Vous croyez ? Ça arrive. Ouais. Et ça peut aussi ne pas arriver. Mais dans la vie, est-ce que vous avez des occasions de rencontrer des hommes ? Oui, au travail, ça m'est arrivé. Oui. Malheureusement, la personne que j'ai un peu draguée au travail n'était pas disponible. Ah, ça arrive aussi. Voilà. Donc, voilà. Après, je sors avec des amis de temps à autre, mais après, j'ai rencontré personne. Ça fait un moment. Ouais. Oui. C'est pas toujours évident, ça se passe pas comme au moment où on voudrait. Et donc, malgré tout, vous avez ce désir d'enfant et vous avez 45 ans. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Oui. Qu'est-ce qui vous le plus vous ressemblez? Moi, il y a plusieurs possibilités, soit adopter, soit faire une fécondation in vitro. C'est une collègue qui m'en a parlé, qui est très sympa. Elle m'a dit, reste pas comme ça, si tu veux faire un enfant, tu n'auras pas besoin d'homme. Et je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Je lui ai dit, je vais prendre conseil et réfléchir. Et donc, je me suis dit, là, ça fait plusieurs jours que j'y pense, ça me travaille beaucoup. Et je ne conçois pas ma vie sans enfant. Je peux concevoir ma vie sans homme maintenant, parce que j'ai rencontré personne. Je ne peux pas forcer le destin. Peut-être que je rencontrerai un, mais je veux un enfant. Et je me dis, mon enfant, au moins, il m'aimera d'un amour désintéressé. Il ne me quittera pas comme ça. Ah, il vous quittera forcément, votre enfant, vous le savez. Oui, ça, les enfants partent. Hein. Oui, quand il sera adulte, bien sûr. Ouais. Enfin, ce que j'entends surtout, c'est que vous avez très envie d'aimer. Oui. Ouais. Vous avez envie de donner votre amour à quelqu'un. Oui. Ouais. C'est très, très difficile. Je vois mon frère qui a des enfants, des petites filles, et je les adore. Elle m'adore. Et là, je vis très, très mal de ne pas avoir d'enfant. Je ne suis pas épanouie en tant que femme. Bah, c'est sûr, parce que si c'est votre désir, on peut être épanoui sans enfant. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Mais si votre désir est d'en avoir, c'est vrai que ça doit être difficile à vivre. Oui. L'adoption. Alors, par contre, la question est, Zazie, c'est pas simple un enfant. Oui. J'imagine que vous le savez parce que vous êtes donc tata, et c'est pas facile de l'élever seul. Oui. Vous êtes prête à ça? Vous y avez réfléchi? De toute façon, ma vie n'a pas été facile, n'a pas été un long fleuve tranquille, mais je me battrai pour mon enfant. Ça, j'ai décidé. Vous voulez dire qu'il faut le père un référent masculin, c'est ça? Non, je sais pas. Non, je suis pas du tout en train de vous donner des cours de morale. Il faut un référent. Il trouvera, lui, un père de substitution. Ça sera peut-être votre frère, ça sera peut-être un professeur, ce sera peut-être quelqu'un de votre entourage dont vous n'avez aucune idée. Non, ce que je veux dire, c'est que y a des nuits, ils dorment pas, ils sont malades, on se fait du souci, à l'école quelquefois ils ont des difficultés. Et puis il arrive aussi à l'adolescence, ils aient tout simplement des coups de spleen, des coups de blues, qu'ils se rebellent. C'est normal, c'est l'adolescence. Et c'est vrai que c'est plus facile d'être deux. Mais si vous écoutez la Libre Antenne, nombreuses sont les auditrices ou les auditeurs qui ont élevé seuls des enfants. Oui. Oui. Donc il faut que je réfléchisse encore. Alors. Oui. C'est pas évident, hein, je crois qu'il faut réfléchir parce que un enfant, vous comprenez, une fois que vous l'avez, vous ne pouvez pas le rendre. Bien sûr.
C'est une vraie responsabilité, et c'est ce qui fait que c'est une responsabilité qu'on partage à deux. Alors bien sûr, le plus souvent, l'enfant naît d'un couple qui y croit toujours au départ. C'est pour ça qu'on fait un enfant, parce que un enfant, c'est pas ce qui fonde le couple, mais c'est ce qui va à un moment donné lui donner son sens. C'est ce qui va aussi le prolonger. Encore qu'il y a des couples sans enfants et qui ont tout à fait d'autres intérêts dans la vie, et chacun ressent et vit en fonction de ses désirs propres. Hein. Oui. Mais c'est une vraie responsabilité, c'est une lourde tâche, un enfant. Au début, un bébé qui pleure, pourquoi il pleure, je sais pas ce qu'il veut, on panique un peu, on se demande ce qui se passe. C'est plus facile quand on a le père à côté de soi. Alors quelquefois le père il est aussi désemparé que nous, mais au moins on est deux à être désemparés. Vous voyez. C'est pas pareil, on n'est pas tout seul dans cette barque-là. Oui. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi si je veux un enfant et que j'ai personne? Réfléchir d'abord, parce qu'il faut être clair. Hein. Je crois qu'à 45 ans, si vous voulez tenter une fécondation in vitro, et je ne suis pas sûre qu'en France on puisse quand on est mère célibataire, je suis pas certaine. Je crois que à 45 ans, c'est un peu plus compliqué que lorsque vous en avez 30, parce que c'est plus difficile de faire parvenir une grossesse à son terme. Reste l'adoption. D'accord. Reste l'adoption, et là, si vous faites une demande d'adoption, de toute façon, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous mettre au fait de toutes ces responsabilités et qui vont aussi vous permettre de vous aider à y voir plus clair et savoir si vous êtes prête. D'accord. Je crois que ça serait plus judicieux. Vous seriez, parce que si vous voulez, le traitement de la fécondation in vitro, il est lourd. C'est pas simple. Donc je dis pas que vous êtes vieille du tout. Hein, c'est pas mon propos, Zazie. Je dis juste que pour avoir un enfant, vous êtes un petit peu tard. Oui. Oui, j'ai conscience de ça. Ouais. Je suis pas du tout en train de vous jeter la pierre. Hein. Il y a des femmes qui ont des enfants à 45 ans, mais c'est moins fréquent, c'est plus risqué, c'est plus dur. Vous allez être plus fatigué. Voilà, il y a tout ça. Il faut réfléchir. Oui. Et l'adoption, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Mais ça, vous allez rencontrer, si vous commencez les démarches, des personnes qui vont vous renseigner, qui vont vous dire exactement ce qu'il en est. Moi, je vais me renseigner. Sinon, vous savez, il y a une possibilité aujourd'hui. Je crois qu'il existe un système de parrainage où on peut parrainer des enfants et aller les chercher. C'est-à-dire quand les parents sont démunis ou n'ont pas les moyens d'être avec eux tout le temps, à ce moment-là, on peut éventuellement devenir la marraine d'un enfant qui vient vous voir très régulièrement, que vous pouvez même avoir un petit peu chez vous, que vous pouvez emmener en vacances, vous pouvez participer à ses études, et c'est déjà quelque chose. C'est pas la même chose. Non, je suis d'accord avec vous, c'est pas la même chose. Mais au moins, vous n'êtes pas non plus complètement privé. Parce que vous savez, un enfant vous rend au centuple ce que vous faites pour lui. Donc s'il est dans une situation difficile, quelquefois, ça peut jouer. Vous pouvez être très très proche de cet enfant-là. D'accord. Je sens que vous avez besoin de réfléchir encore un peu. Oui. Ouais, vous n'êtes pas tout à fait affirmé dans votre... Alors, petit texto à votre attention de la part de Gisèle. On peut faire de très belles rencontres sur le net. Grâce à Internet, je suis moins seule. Le tout, c'est de ne pas attendre, de ne pas chercher quelque chose ou quelqu'un de précis. Oui, bien sûr. Ouais. Alors,
de la part d'Yvan aussi, pourquoi ne pas faire un stage en crèche et en maternelle pour découvrir les joies des enfants et voir ce à quoi vous allez être confrontés, seul. Et après, ça vous permettra de prendre votre décision. Oui. D'accord ? Oui. Bon. D'accord. Merci de votre appel, Zazie. Merci de votre confiance. Merci de votre écoute, Caroline. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et nous continuons avec Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir Géraldine, ça va ? Non, moi c'est pas Géraldine, c'est Caroline. Caroline, pardon. C'est pas grave. Bon voilà, ça y est, on a fait les présentations, tout va bien. Excusez-moi. Pardon. Ouais, j'avais entendu parce que c'était coupé un petit coup. Pardon. Mais c'est pas grave. Bon, je vous laisse me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, bah écoutez, moi c'est une histoire qui est pas banale mais banale aussi quoi. Rien n'est banal. Sur 4 enfants, j'ai eu un enfant handicapé quoi. Un grand prématuré quoi. Un grand prématuré, d'accord. Voilà, qui est né à 6 semaines et 2 jours, je crois. Oh là. Voilà. Donc on est resté 6 mois et 2 jours. Oui, 6 semaines, j'avais du mal à y croire. J'étais en train de m'interroger. Ouais. Voilà, il faisait 1 kilo à la naissance. Voilà. Fou. Donc un grand prématuré, donc ça s'appelle. Et on est resté 3 mois à l'hôpital de Besançon. 3 mois, oui, bien sûr. Voilà. Donc le résultat aujourd'hui, il a 3 ans et demi. Oui. Et puis il est hypertonique en fait. Donc il se contracte dès qu'il se met debout, il se contracte. Dès qu'il veut prendre un objet, il se contracte. Donc c'est tous ses membres qui sont contractés. Il est contracté de tous les sens en fait. Waouh. Et voilà. Et donc il a du mal dans l'appréhension des objets, Voilà, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il marche ? Mais non, il marche pas justement. Il peut pas marcher. Voilà, c'est ça. Donc c'est super dur parce qu'on est passé un peu partout quoi, hein, dans tous les milieux médicaux quoi. Donc il est suivi par le CESAD, par l'hôpital, et puis actuellement ça traîne quoi, ouais, ça traîne bien sûr. Que vous disent les médecins, puisqu'il est suivi? Qu'est-ce que disent les médecins? Quel est leur diagnostic et quel est leur pronostic? Alors c'est un cas difficile, ils nous ont dit. Voilà. Un cas difficile. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, il va falloir faire une batterie d'examens. Pendant combien de temps, je sais pas, mais ça va être long à mon avis. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont éventuellement une idée de la suite? L'idée actuellement on l'a, hein, c'est fauteuil roulant, c'est chaise articulée, c'est voilà, ça va être ça va être un grand handicapé, hein, je pense. Hein. Pour l'instant, ils nous ont pas dit qu'il marchait. Hein. Ils vous l'ont pas dit? Non. Et lui, le petit, comment réagit-il? Il est heureux, lui. Hein. Pour l'instant, il s'est pas aperçu encore qu'il a 3 ans et demi. Hein. Pour l'instant, il est joyeux, il rigole, il est sympa, il est super cool. Hein. C'est un bon petit père. Ouais, il est super cool. Hein. Mm. Et comment sont ses frères et sœurs avec lui? Ils sont super sympas aussi. Hein. C'est vrai? Gentils. Ouais, ils sont super. Hein. Ils lui amènent tout. Ils s'en occupent? Ouais, ils s'en occupent souvent, hein, mais bon, après, moi je suis pas en activité aujourd'hui, hein, puisque ma femme n'a pas le permis, on est à la campagne. Hein, oui. Donc je suis obligé de rester à la maison. Pour l'aider, oui. Voilà. Ouais. Oh là là. Et vous voudriez savoir en fait si d'autres auditeurs ont déjà eu connaissent cette situation et comment ils font? Oui, c'est ça. Si quelqu'un a déjà eu un enfant grand prématuré, ouais, qui marche pas.
qui marche pas. Écoutez, vous savez comment sont nos auditeurs dans ces cas-là, c'est-à-dire extrêmement solidaires et très réactifs. Donc bien sûr que je vais avoir des réactions, j'imagine, très vite, en même temps, comme, hélas, il est déjà un petit peu tard, peut-être que je vais pas tout avoir ce soir. Auquel cas, si vous ne m'en voulez pas, Bruno, on vous répercutera tout ça. Et vous, comment vous êtes, comment vous vivez la chose, comment vous êtes par rapport à ça? On est un peu, on est un peu triste parce qu'on a 3 enfants qui sont super actifs, qui courent partout, qui sont super, faut les amener partout, donc c'est un peu dur, quoi. Ouais. Et votre femme? Ma femme, elle est super triste aussi, quoi. Qu'est-ce que triste? Est-ce que vous voulez dire elle parvient néanmoins à affronter la situation? Oui, si, oui. Ah oui, elle est, oui, si. Mais bon, on va se cacher de temps en temps, quoi, pour respirer un coup, parce que voilà, quoi. Ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Mais en même temps, vous l'avez dit, le petit là, il se rend pas compte, il a 3 ans, il est joyeux, il est gai. Ouais. Et intellectuellement, comment ça se passe? Il parle bien, il parle bien. Je pense que dans la tête, il est super intellectuel, il parle bien, il commence à répéter tous les mots qu'on lui dit. Donc après, c'est vraiment physique, son problème. Ouais, c'est uniquement physique. Voilà, il a pas de problème de développement ailleurs. Voilà. Ouais. Ça. Bon. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il est à même, parce que bien entendu, vous le savez, la médecine va faire de plus en plus de progrès. Peut-être que des solutions n'existent pas aujourd'hui, mais que dans les années qui viennent, elles vont exister, elles vont arriver. Ça, on peut pas le prévoir avec certitude ni dans le temps, mais quoi qu'il en soit, ça ne peut que s'améliorer, vous le savez. Donc il faut pas perdre espoir, il faut pas perdre courage. Et ce que je voulais dire, c'est que il a toutes ses facultés intellectuelles visiblement, ce qui veut dire que il va être autonome, justement, parce qu'il y a des progrès techniques, qu'il va pouvoir avoir une vie, qu'il va pouvoir avoir un métier, une activité, et qu'il peut être heureux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, bien sûr que c'est toujours douloureux pour les parents, et je dis pas que lui-même ne passera pas par des phases difficiles, mais il peut être heureux. Oui, non, mais c'est ce qu'on nous a dit aussi, mais bon, c'est un petit choc par rapport à tous nos enfants qu'on a eu, quoi. Mais c'est pas un petit choc, c'est un grand choc. C'est ça, quand vous dites avec beaucoup de pudeur, ma femme et moi, de temps en temps, on va se cacher pour respirer un peu. J'imagine bien sûr que c'est une souffrance, que c'est une souffrance de voir le dernier être différent. Bon, voilà, quoi. Après, je pense que on voit tous les services qu'il faut pour pouvoir. Il faut pas lâcher. De l'eau, mais bon. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, Bruno, parce que je vous le répète, la médecine ne fait que des progrès. Il n'y a pas de régression. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Dans 5 ans, dans 8 ans, ça sera différent. Ça sera différent. D'accord. C'est gentil comme tout. C'est vous qui êtes extrêmement courageux. C'est super. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite très bon courage à vous et à votre femme. C'est gentil comme tout. Au revoir, Bruno. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. YouTube. Et notre émission s'achève. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous retrouve demain dès 22h30 et tout de suite je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat. Ondelat raconte